L'automobile. L'automobile existe depuis bien longtemps. L'automobile est remplie d'histoire et a parfois aidé notre histoire moderne à s'écrire. De nos jours, il est impossible d'imaginer un monde sans véhicules motorisés. Les voitures ont toujours été une inspiration pour moi. Elles ont fait partie de ma vie depuis toujours. L'automobile est un refuge. C'est un petit peu mon petit coin de confort. Les jeux vidéo aussi ont été un refuge pour moi. Je me souviens de quelques jeux sur lesquels je me suis tant amusé alors que j'étais encore en maternelle. Mais les jeux sur lesquels j'ai passé toute mon enfance, ce sont bien sûr les jeux de course. Ils combinent deux choses que j'adore, les jeux vidéo et l'automobile. Le fait de pouvoir conduire une auto sur un circuit, ça faisait rêver, même si j'étais très mauvais aux jeux vidéo. Bon, et puis ouais, ça n'a pas trop changé. Je suis né au début des années 2000, j'ai donc connu quelques jeux sur la PS1, mais j'ai été beaucoup plus marqué par la console qui a suivi, la PS2. C'est une époque qui a accueilli beaucoup de jeux de course, dont des chefs-d'œuvre comme... Je me souviens encore du petit carnet rose en forme de permis de conduire, apparemment c'était vendu avec une édition du PlayStation Magazine, et je ne pouvais pas m'empêcher de lire ces petites pages, jusqu'au jour où notre chaîne nous l'a déchiqueté. Il y avait une liste de toutes les voitures du jeu avec leurs fiches techniques, bon j'y comprenais pas encore grand chose, mais c'était cool de voir les petites images. À l'époque, j'ai également commencé à surfer sur internet. Je m'amusais souvent à visiter les sites de jeux flash, un peu comme tout le monde à l'époque, mais aussi les sites officiels des constructeurs automobiles. Au passage, j'ai découvert quelques jeux sympathiques qui ont probablement été oubliés depuis, et même par leurs propres développeurs. La serre familiale a beaucoup soufflé, surtout pour une tour qui s'appelait Aspire. T'as compris le jeu de mots maintenant? Oui. Bah ouais, parce qu'à l'époque, le PC familial, c'était un ordi de bureau sous Windows XP, hein. Donc, à part jouer au flipper et à quelques petits jeux de course ne dépassant pas la fluidité d'un PowerPoint, j'ai pas trop connu de vrais jeux PC. Mis à part Need for Speed ou Most Wanted sur l'ordi de ma grand-mère qui tournait sous Windows Vista, et le jeu m'a traumatisé à vie car la police avait piqué ma belle Punto Tuning Rouge à force de dépasser les limites de vitesse. Durant mon enfance, j'ai aussi reçu ma première console personnelle, une Nintendo DS. J'ai pas mal joué à Nintendogs, Mario Party, Mario Bros, Mario 64 DS, Mario Bros à chiottes. Oula, je m'en souviens pas de celui-là. Mais j'ai surtout poncé Mario Kart. Qu'est-ce que j'adorais le flipper de Waluigi. Légendaire ce circuit. Mais bizarrement, malgré le fait que j'avais une R4... Bah, faites pas semblant, vous en avez eu une aussi, hein. Bon, la R4, pour les plus jeunes, ça permettait d'installer des jeux sur une micro SD qui rentrait dans une cartouche de la taille d'une cartouche normale de Nintendo DS, et paf! Ça fait des chocs à pic. Des dizaines de jeux à portée de main. Malgré tout ça, j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup joué à d'autres jeux de course sur DS, peut-être parce que j'ai coincé la micro SD de la R4 de force à l'envers de la cartouche. Je dois quand même mentionner une pépite que j'ai beaucoup appréciée étant gamin, il s'agit de Touch Mechanics. Perso, j'ai fini le jeu en mode hardcore, hein, puisque j'avais mal calibré l'écran tactile qui est utilisé sur environ 113% du gameplay du jeu. Les vrais savent. Alors que ma passion pour l'automobile grandissait, un beau jour, une console blanche est arrivée à la maison. Et étonnamment, j'ai passé encore plus de temps dessus par rapport à la PS2. Il s'agit évidemment de la Xbox 360. On avait les graphismes, le contenu, l'ambiance, l'immersion, le gameplay, et pour certains jeux, tout à la fois. À l'époque, on ressentait réellement la passion qu'avaient les développeurs pour la course automobile, et ces jeux ne servaient pas uniquement à encaisser l'argent des DLC et passes de bataille sur des jeux même pas à moitié finis. Bon, il y avait des précurseurs bien entendu, mais ça restait une minorité. Malheureusement, à partir de ce point, j'ai trouvé que les jeux de course sont globalement régressés avec l'arrivée de la génération Xbox One. Il y avait certes des graphismes encore meilleurs, mais en échange, on a eu le droit à des jeux sans âme, sans ces petites choses qui les rendent mémorables. Bon, mon avis est probablement biaisé par la nostalgie, peut-être aussi parce que je n'ai pas eu la Xbox One avant Noël 2021, ce qui fait que j'avais certes les versions finies des jeux, mais il n'y avait plus ce sentiment de nouveauté que j'avais à l'époque de la Xbox 360, où j'avais les jeux à peu près à l'époque où ils sortaient. J'ai une question pour vous qui m'écoutez.
Quels jeux de course de ces 5 dernières années seront encore joués dans 10 ans ? Surtout au vu de la mode des jeux uniquement multijoueurs, les jeux services, la croissance du dématérialisé. Je pense notamment au cas de The Crew, premier du nom, un excellent jeu que j'ai poncé à sa sortie sur le même PC sur lequel j'ai commencé ma chaîne YouTube. Le jeu est désormais injouable, malgré la présence d'un mode hors ligne secret qui est évidemment inaccessible sans modder le jeu. Ce que j'apprécie dans les jeux de course, c'est le sentiment de progression. Lorsqu'on commence en tant qu'inconnu avec une voiture achetée sur le bon coin, pour finir par battre des rivaux qui semblent être des dieux de la route. Tout ça en dominant des événements spéciaux qui variaient le gameplay. J'apprécie également beaucoup m'arrêter et regarder les détails des voitures et de la carte, du genre les faux panneaux publicitaires ou les devantures de magasins. J'apprécie beaucoup conduire des voitures de tous les jours sur un circuit qu'elles ne verront jamais en vrai, ou alors les améliorer de manière abusive. Surtout les voitures françaises qui manquent cruellement par rapport aux anciens jeux. Désormais, on nous met une carrière sans intérêt ni progression, sans parler des microtransactions sur un jeu à 70 balles, en plus du farm requis pour les passes de bataille, tout ça additionné à des DLC payants. Ah, évidemment, il y a des petites pépites cachées qui valent le coup d'être jouées, mais en général, les jeux de course modernes manquent de ce petit truc qui les rend différents. Et même si la nostalgie joue beaucoup, j'ai eu le même sentiment en découvrant Race Driver Grid pour la première fois, 13 ans après sa sortie, comparé à un Forza Motorsport 7, sans parler de sa suite qui semble encore pire et que je n'achèterai probablement pas. Alors vous vous demandez probablement pourquoi je vous parle de ma vision des jeux de course et de mon expérience avec ceux-ci. Bah, il est où mon jeu dans tout ça ? Eh ben, on va y venir maintenant. Je m'étais toujours demandé comment on pouvait faire son propre jeu de course. Alors en 2018, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le développement de jeux. Et je suis notamment tombé sur un tutoriel de Jimmy Vegas sur comment faire un jeu de course sous Unity. J'avais déjà entendu parler d'Unity, notamment grâce au petit logo qui apparaît sur les jeux à très bas budget, surtout sur Android. Mais à part faire au collège des bouts de code avec Scratch ou sur d'autres sites, je n'avais aucune expérience en vraie programmation. Le tutoriel avait l'air assez simple à suivre, donc j'ai commencé à faire comme tout le monde, à copier le code du tuto, hein. Mais je voulais surtout pouvoir conduire n'importe quelle voiture dans mon jeu, que ce soit un véhicule familial ou une supercar. J'ai donc commencé à apprendre à faire la modélisation 3D, et on peut dire que ça ne mériterait pas vraiment d'apparaître sur GTA 6. Bon, encore une fois, j'ai été aidé par des tutos sur YouTube, celui dont je me souviens n'est cependant plus disponible, mais il montrait comment modéliser une McLaren dans un style low poly, un style que je garde encore aujourd'hui pour mes modèles 3D. C'est un style qui limite le nombre de polygones sur le modèle 3D de manière artistique ou pas, hein, puisque les modèles 3D qu'il y avait sur PS1, c'était du low poly, mais plutôt côté technique. Donc, un modèle 3D personnalisé, ok, tout était prêt à fonctionner, mais je suis tombé sur un bug qui m'a découragé. Le tutoriel de Jimmy Vegas utilise un asset gratuit, donc un élément de jeu fabriqué, fait par Unity, qui permet d'avoir une voiture totalement fonctionnelle. En changeant le modèle 3D de la voiture, j'ai réussi à mettre la carrosserie, mais les jantes pivotaient dans le mauvais axe. Au final, le petit Denis de l'époque ne savait pas encore qu'il fallait appliquer la rotation de chaque roue dans Blender, parce que l'asset d'Unity réinitialisait les rotations à chaque début de jeu pour faire visuellement tourner les roues en avançant. Mais à l'époque, je ne le savais pas, et du coup, ça m'a énormément démotivé à faire la programmation. Je me suis donc retourné vers la modélisation 3D en me donnant un nouveau challenge à chaque nouvelle voiture que je modélise. J'ai commencé par utiliser une meilleure texture, sans les marquages du site. D'ailleurs, ce site me sert à avoir des plans plein de voitures, c'est très pratique pour la modélisation, même si ça manque parfois de précision sur certains véhicules, notamment les plus anciens. J'ai ensuite modélisé les rétroviseurs, oui, un truc de dingue. J'ai fait des textures que l'on peut recolorer, et même des pièces détachables de la carrosserie. Jusque-là, je voulais juste faire un simple jeu de course. Mais en été 2019, une idée m'a traversé l'esprit. Plus j'y pensais, et plus je me disais qu'il fallait que j'en fasse un vrai jeu. L'idée est relativement simple. Le joueur commence sa carrière dans les années 1910, avec l'ambiance générale de cette époque et les voitures qui vont avec. Au fur et à mesure que l'on progresse dans la carrière, les années passent, et tous les 10 ans, le monde ouvert se transforme et se modernise, avec de nouvelles routes et des bâtiments qui évoluent. Chaque décennie du jeu aura sa propre ambiance, ses propres missions, et bien sûr des voitures de plus en plus modernes et de plus en plus puissantes.
ce concept n'est ni nouveau, ni révolutionnaire, puisqu'il avait déjà été fait sur Need for Speed Porsche 2000, et notamment sur la version PS1 où on pouvait se balader librement dans un environnement qui change selon l'ère dans laquelle on se situe. Je veux pousser cette idée beaucoup plus loin et couvrir quasiment toute l'histoire automobile, en commençant par les années 1910, qui me semble être la décennie la plus logique sur laquelle commencer en termes de gameplay. Étant donné que l'industrie automobile était à l'arrêt en Europe à cause de la Grande Guerre, il y avait peu de nouveautés automobiles durant cette décennie, ce qui est parfait pour implémenter un tutoriel, tout en ayant les voitures des décennies précédentes qui peuvent apparaître en tant que véhicules d'occasion. La seule chose qui m'empêchait en grande partie de faire ce jeu, c'était la programmation. Oui, encore une fois, c'est le même problème. Je connaissais un ami d'enfance qui avait de l'expérience en programmation, alors du coup, j'y ai demandé à peu près comme ça. Salut, tu sais coder du coup? Oui, mais j'ai pas ouvert Unity depuis longtemps. Tu veux faire un jeu de course avec moi? Pourquoi pas? Et voilà comment Racing Life a débuté le 4 août 2019. Et concernant le cofondateur de ce projet, il s'agit en fait de Zukarimoto, qui m'avait déjà aidé auparavant avec une intro pour mes vidéos, mais aussi pour le montage des best-of au début de la chaîne. Il y a cependant une chose que je n'avais pas comprise. Il est certes développeur, mais il est développeur web, pas vraiment un développeur sur Unity, malgré une connaissance basique en C#, le langage de programmation utilisé par le moteur de jeu. Ça montre vraiment à quel point je n'y connaissais rien en programmation. Bon, c'est quand même cool parce qu'au moins on peut avoir un site internet sympa. Donc comme on a zéro budget à dépenser sur le projet, on a pris un autre gratuit. Et Zuka a commencé à faire de la magie noire ou un truc comme ça pour que ça fonctionne et que ce soit joli. À l'époque on avait 17 ans, donc on n'avait aucun budget et donc on était limité à des assets gratuits. Et avec les cours on n'avait pas le temps de bosser à temps plein sur le jeu. Et concernant ce jeu, justement, l'objectif c'était d'avoir une voiture conduisible. C'est un bon début déjà. Ça serait sympa dans un jeu de course, hein. Mais je ne voulais pas la set Unity de Jimmy Vegas parce que je souhaitais quelque chose qui sorte un petit peu plus du lot. J'ai donc décidé de m'orienter vers une conduite typée arcade. C'est un type de conduite qui met la priorité sur le fun, plutôt que sur le réalisme. Ça veut pas forcément dire que le jeu ou la conduite seront faciles à maîtriser, hein. Même si la conduite est arcade, je voulais que les voitures gardent leurs statistiques réelles. Par exemple, si une voiture a une vitesse maximum de 120 km/h, elle aura la même statistique en jeu. Je voulais aussi avoir une conduite différente en fonction du type de transmission de la voiture, mais j'y reviendrai plus tard. Bon, comme on n'avait pas de réel développeur Unity dans l'équipe, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de se rabattre sur une physique de conduite existante sur internet. Et j'ai choisi un tutoriel sur un site qui a fermé depuis. C'était le meilleur code que j'avais réussi à trouver pour une conduite arcade, et c'était une physique plutôt basée sur le drift dans un style similaire à une XLD. Il nous fallait ensuite une voiture à conduire, car il fallait autre chose que la Mustang, avec une texture qui semble dessinée par un enfant de 5 ans, un tas d'instrabisme. J'ai donc demandé à Zuka une suggestion de voiture à modéliser, et il m'a dit qu'il aimait bien le nouveau Dacia Duster de l'époque. Bon, il restait plus qu'à modéliser tout ça alors. Le challenge pour cette voiture, c'était d'avoir des fenêtres transparentes, et donc un faux intérieur pour ne pas que ça paraisse bizarre, puisque ça reste très compliqué de modéliser un intérieur de voiture, surtout avec les techniques que j'avais à l'époque. Je voulais aussi commencer à mettre des textures pour les logos de la voiture, au lieu d'avoir des matériaux séparés à chaque fois. Dans le même temps, j'ai réussi à trouver une meilleure physique de conduite, sur internet, toujours. Il s'agit de Randomation Vehicle Physics, qui a finalement été utilisé pour la sortie de l'Alpha 001. On a aussi implémenté un menu principal en piquant des vidéos sur internet, on a ensuite placé quelques éléments sur la carte de test pour tester les physiques de la voiture. Pendant que le site était en développement actif, je m'amusais à faire des concept art très vilains pour la carte en monde ouvert sur laquelle se déroulera Racing Life. J'ai aussi modélisé un garage, bon, qui ne verra jamais le jour en jeu car il était beaucoup trop petit, mais ça m'a permis d'avoir plus d'expérience concernant la modélisation 3D en modélisant autre chose que des voitures. J'ai également réfléchi à quelques mécaniques de jeu et commencé à écrire des devblogs sur le site pour faire monter la hype. Bon, il y avait personne qui suivait le projet, mais j'aimais bien faire ces petits devlogs. Ça permettait quelque part de mettre par écrit mes petites idées avant que je me mette à les oublier. Après quasiment 5 mois passés à paramétrer la voiture et à préparer le site internet, nous étions vraiment fiers de pouvoir sortir la première version du jeu juste avant 2020. Et même s'il n'y avait pas grand chose à faire dans l'Alpha 0.0.1, on pouvait quand même conduire un Dacia Duster. Et ça, c'était cool! Malgré tout, je suis resté insatisfait concernant les physiques de conduite, notamment car il a fallu énormément de temps pour pouvoir trouver les bonnes valeurs à appliquer à la voiture.
que ce soit pour l'accélération ou pour la suspension par exemple. Il y avait tellement de variables trop complexes ou inutiles par rapport à nos besoins, et il nous fallait quelque chose de plus basique pour la conduite que j'avais en tête. Nous avons donc abandonné la physique RVP, et on a commencé à rechercher un développeur Unity bénévole sur Discord. Et c'est là que le développement du jeu a commencé à devenir difficile. On a commencé à recruter vers mi-mars 2020. Oui, où bizarrement, tout le monde était à la maison à se rechercher un nouvel hobby. Après seulement quelques jours, on a réussi à trouver un développeur qui voulait nous aider gratuitement. Oh youpi, le jeu va enfin pouvoir prendre vie! La première tâche que nous lui avons confiée, c'était d'implémenter la possibilité de changer la couleur de la voiture, parmi une liste de couleurs présélectionnées. Une sorte d'échauffement avant d'attaquer le développement d'une conduite créée par nos soins. Le développeur a réussi à faire une UI en seulement quelques jours, et ça a marché. Mais seulement une semaine après avoir rejoint, il a soudainement quitté le groupe de discussion, sans prévenir. Il nous a totalement ignorés, c'est devenu un fantôme. On était un peu triste, car il nous avait bien aidé, et ça nous avait donné un peu d'espoir pour la suite. Bon, c'est le genre de choses qui arrivent, je suppose. Étant resté sans réponse, on a recruté un nouveau développeur, qui a rapidement quitté l'équipe avant même de pouvoir toucher au jeu, et à partir de là, nous sommes entrés dans une boucle qui semblait impossible à briser. On était constamment en train de rechercher de nouveaux développeurs, dont certains qui étaient supposés être disponibles, mais qui au final avaient déjà rejoint plusieurs autres projets. Et forcément, ils n'avaient pas assez de temps libre pour travailler sur tant de projets à la fois. Comme on ne les payait pas, évidemment on se retrouvait souvent dans les projets les moins prioritaires pour eux. Faut qu'ils mangent autre chose que les touches de leur propre clavier quand même. D'autres développeurs ont quitté le projet après s'être rendu compte que les tâches étaient tout simplement trop complexes à effectuer. Cette boucle-là, c'était très frustrant pour Zuka et moi-même parce que non seulement on arrivait au même résultat à chaque fois, malgré des techniques de recrutement légèrement différentes pour s'assurer de tomber sur des gens motivés, mais aussi car toutes ces histoires ne faisaient pas progresser le développement de la conduite. Et donc le développement du jeu restait bloqué. Il y a des modélisateurs 3D qui avaient également rejoint, ayant été intéressés par le projet, envoyant notre message de recrutement. Bon, on les a pris au passage parce qu'ils ont proposé, on sait jamais, des fois qu'ils soient utiles. Ils ont au final quitté l'équipe pour les mêmes raisons, en plus du probable manque de tâches à leur donner, car la priorité n'était pas du tout sur les modèles 3D de la carte. Car pour décider des décors précis de la carte, il faut décider de plusieurs facteurs, dont la superficie de l'île, la largeur des routes, la forme des virages, et donc la taille requise des bâtiments. Et ce sont des facteurs qui ne peuvent être décidés que lorsque les physiques de conduite sont jouables. À ce moment-là, on a déjà eu 3 ou 4 développeurs, dont un seul qui est bossé sur le jeu. Au stade où on en était, on se devait de prendre le moindre développeur qui voulait bien nous rejoindre. Sans budget, on ne pouvait pas demander quelqu'un qui sort de la NASA. Mais l'histoire se répéta encore. Il est devenu de plus en plus inactif au fil du temps. Au final, comme le premier développeur bossait tous les jours sur le jeu, on s'attendait à ce que les autres fassent pareil. Surtout au rythme de développement que l'on avait lors de la première version où, certes, on a volé la conduite, mais le reste du jeu était fait par nous-mêmes. Donc ça nous faisait un peu paniquer à l'époque quand notre développeur de 14 ans n'avait pas touché au projet Unity pendant 10 jours. Waouh, avec le recul ça paraît tellement ridicule. Et logiquement, au moment où la vidéo sort, le développeur devrait avoir environ 18 ans. Que le temps passe vite, et pas uniquement dans Racing Life. Pendant ce temps, Zuka bossait d'arrache-pied sur le site en même temps d'implémenter les UI du jeu qui seront rendus fonctionnels par un futur développeur. Comme notre fameux développeur de 14 ans avait du mal à avancer sur la conduite, on en a recruté un deuxième pour l'épauler. Et je rappelle que la tâche était supposée être toute simple, faut juste coder une physique de conduite, simple à paramétrer, tout en restant fun, et en suivant les quelques spécialités que j'ai expliquées plus tôt. Forcément, 2 cerveaux iront plus vite qu'un seul, n'est-ce pas ? Donc ce nouveau développeur nous a installé des wheel colliders sur la voiture, et elle ne penchait également pas dans la bonne direction quand on tournait, à cause d'un centre de gravité placé beaucoup trop bas. Alors, pour les gens qui ne font pas de développement sur Unity, un wheel collider, c'est un élément que l'on place sur un objet pour simuler une roue. C'est génial pour simuler des suspensions réalistes avec des calculs de couple à la roue, mais le problème c'est qu'il faut prendre beaucoup de temps avant de trouver des paramètres qui nous conviennent. Et le temps perdu à paramétrer un véhicule, c'est la raison même pour laquelle on a décidé de faire notre propre conduite.
surtout lorsque l'on recherche quelque chose de plus arcade. Malgré tout, notre nouveau développeur a fait pas mal de progrès en peu de temps, et ça nous a rassurés. On se disait que le projet allait enfin démarrer pour de vrai, même si on doit passer beaucoup de temps à le développer. Le temps n'est pas un problème pour nous tant qu'il y a un travail régulier. Ah, et on me dit à l'oreillette que le nouveau développeur a quitté l'équipe, et le développeur de 14 ans a aussi quitté l'équipe. Mais pour lui c'est normal, car pour une fois, c'est nous qui l'avons viré pour inactivité totale. Ouais, faut vraiment pas que je sois auto-entrepreneur. On a quand même réussi à trouver encore un autre développeur qui était efficace, mais difficile à joindre quand on en avait besoin. Et devinez quoi ? Il est devenu complètement inactif. Donc après plusieurs semaines à essayer d'extraire le moindre signe de vie de son compte Discord sans réponse, on a décidé de le virer également. Même si on aurait voulu avoir de meilleures physiques de conduite pour l'alpha 0.0.2, le jeu restait jouable et il y avait assez de changements pour que l'on se décide, avec précipitation, de sortir la nouvelle version. Et à ce moment-là, nous sommes en août 2020. Donc, on a pris 5 mois pour la première version, et 7 mois pour la deuxième version. Du coup, la troisième version ne devrait pas prendre 3 ans et demi à faire, n'est-ce pas ? Mes compétences de programmation n'avaient quasiment pas progressé depuis le début du projet. Je regardais des tutos, j'ai essayé Sololin pour apprendre le C#. C'était un bon moyen d'apprendre les bases, mais ce site était plutôt orienté vers les applications Windows, et donc il y avait des différences avec ce que l'on utilise avec Unity. Je partais de quasiment zéro, donc c'était pas vraiment motivant, car je n'avais pas la pression de progresser du tout. J'étais tellement novice sur Unity que je ne comprenais même pas ce qu'était un vector 3. Pour ceux qui se le demandent, c'est tout simplement une variable qui stocke 3 valeurs float, grosso modo des nombres décimaux. C'est très souvent utilisé en tant que valeur x, y et z pour des axes, des points ou des vecteurs. Ça va, je vous perds pas trop. Quand on travaille avec la physique, il est donc obligatoire d'utiliser des vecteurs 3. Donc si je n'arrivais pas à comprendre ça, forcément il serait impossible pour moi de faire le code de la conduite. Et du coup on est resté bloqué dans cette spirale infernale où on avait besoin de trouver un développeur gratuit, en pensant que ce serait la personne qui sauverait le projet, et soit on a été déçu par les faibles compétences, faut dire qu'ils étaient quasiment tous mineurs, ou alors quand on tombait sur un bon développeur, forcément il était pris sur un giga million de projets en même temps, et évidemment ne trouvait pas le temps pour bosser sur notre projet. Franchement, pourquoi les développeurs rejoignent autant de projets à la fois, si vous savez déjà que vous n'avez pas le temps de bosser sur la moitié d'entre eux? À quoi bon rejoindre un projet qui n'est pas payé lorsque vous n'avez quasiment plus le temps libre? Bordel! Ah, ça fait du bien. Pour être honnête, lors de nos recrutements, beaucoup de développeurs ont refusé de rejoindre l'équipe, soit parce que le jeu ne correspondait pas à leur goût, ou alors car ils se doutaient déjà qu'ils n'auraient pas le temps ou les compétences requises et qu'ils voulaient un projet plus petit. Merci donc à ces développeurs qui ne nous ont pas fait perdre encore plus de temps. On a donc recruté au total plus de 20 développeurs dans l'équipe, les uns après les autres, et personne n'a implémenté quelque chose qui fonctionne. À cause de cette boucle infernale, on a perdu 2 ans dans le développement et beaucoup de motivation au passage. Mais y aurait-il un miracle dans l'air? Peut-être que le développeur qui sauverait le jeu était déjà dans l'équipe? Non, je peux pas demander à Zuka d'apprendre à coder sur Unity, il a déjà assez de boulot comme ça avec le site et les UI. Alors après avoir vu passer autant de développeurs, j'ai pris la décision de m'occuper de la conduite moi-même. À l'époque, Unity venait de racheter Bolt, un asset qui permettait de faire du visual scripting. C'est extrêmement utile pour les débutants comme moi, car il s'agit juste de placer des blocs et de les lier ensemble. C'est un principe similaire par rapport à Scratch, mais en plus complet. Il suffit donc juste de réfléchir à la partie logique du code, sans la syntaxe et les bugs qui vont avec. C'est très utile également pour voir les fonctionnalités de script liées à Unity. C'est comme être un mécano qui découvre ce qu'il a dans sa boîte à outils. Comme je ne savais pas coder, j'ai commencé à utiliser Bolt, et j'ai quand même essayé de trouver un vrai développeur, toujours de manière gratuite pendant ce temps, sans succès. Pour le principe de la conduite, ce que je voulais, c'est que chaque voiture ait 4 statistiques principales. La vitesse maximum, le temps pour faire un 0 à 100 km/h, le poids et la transmission. Cette dernière va définir le style de conduite. Les voitures traction auront beaucoup de sous-virages, les propulsions auront plus de survirages et seront les plus difficiles à maîtriser. Et les 4 roues motrices seraient en entre-deux. Au début, j'avais prévu l'équivalent de 3 conduites totalement différentes en fonction de la transmission de la voiture, car je voulais une certaine variété dans la manière de conduire chaque véhicule.
L'accélération était linéaire de 0 km/h à la vitesse maximum, et il n'y avait pas de système de boîte de vitesse pour faciliter l'implémentation du code et le paramétrage de la voiture. Je voulais notamment que le jeu calcule automatiquement la force requise pour que le temps d'accélération corresponde à ce que j'avais choisi. Avec une boîte de vitesse, ça me semblait impossible de faire ce calcul. Comme la conduite est arcade, le but c'est de forcer la voiture à déraper à un certain moment, plutôt que de simuler le glissement de chaque pneu sur la route. Le problème de cette conduite, c'est d'avoir des différences entre chaque type de transmission. J'arrivais à encoder une ou deux sur les trois, mais à chaque fois le ressenti de la conduite me semblait bizarre. Donc j'ai recommencé la conduite à 0 avant de me retrouver devant le même problème dans un angle différent. Et j'ai dû recommencer au moins 3 ou 4 fois, car à chaque essai, la conduite semblait toujours bizarre. Même si c'était de moins en moins pire à chaque itération. J'étais déjà sur un serveur Discord de développement de jeux vidéo, j'ai donc envoyé une version test du jeu afin de récolter quelques avis sur la version actuelle de la conduite. Et j'ai reçu quelques messages mitigés, mais également un message qui m'a ouvert les yeux. Ça n'a pas le ressenti d'une voiture, c'est tellement mauvais, tu n'es vraiment pas prêt à faire un jeu de course. Bon. Et ça, c'est un coup de massue énorme. Mais c'était peut-être le coup de massue qu'il me fallait pour me rendre à l'évidence. Je n'étais pas capable de faire un jeu de course. Pour le moment. Après avoir planché sur ma conduite, j'ai enfin compris quel était le problème depuis le début. C'est le système de transmission qui est infaisable. Le souci avec ce principe des 3 conduites, c'est qu'il faut faire quasiment 3 codes différents, et c'est une très mauvaise pratique. Le jour où j'ai besoin de changer quelque chose, ça pourrait devenir très compliqué. Alors oui, avec ce système, j'aurais eu des conduites très différentes, mais la complexité du code n'en valait absolument pas le coup. Alors j'ai encore une fois repris la conduite de 0, mais cette fois-ci avec un autre concept. Au lieu d'avoir 3 physiques, il n'y en aurait qu'une seule, qui serait commune à toutes les voitures du jeu. Et pour différencier les transmissions entre elles, il y aurait une mécanique de drift qui pourrait être enclenchée de 3 manières différentes en fonction de la transmission. Chaque transmission accepterait 2 de ces 3 moyens d'enclencher un dérapage. On peut soit enclencher le frein à main manuellement, ou zigzaguer rapidement de gauche à droite, ou tourner pendant un certain temps. Et après moultes essais, après avoir encore tout refait, et après avoir réajusté le code 1 milliard de fois, j'ai réussi à faire quelque chose qui n'avait pas un ressenti bizarre pour une fois. Et c'était même un peu fun. J'étais tellement fier, mais je n'étais pas encore totalement sûr de moi. J'ai donc refait une version de test que j'ai partagée sur le même serveur Discord entre autres, et les avis étaient meilleurs. Il y avait beaucoup de suggestions sur la manière dont la voiture devait se comporter, mais je n'ai pas reçu d'avis réellement négatifs, contrairement à la première fois. C'était en sorte une grande victoire pour nous. On va enfin faire un jeu! J'ai ensuite ajusté les différentes variables pour que chaque voiture soit correctement jouable. Et j'ai optimisé le script pour que le jeu ne devienne pas un PowerPoint quand on met plus de 3 voitures sur la même carte. J'ai même réussi à ajouter une boîte de vitesse, ce qui rendait l'accélération plus difficile à paramétrer, mais chaque rapport était calculé automatiquement. Il suffisait juste que je trouve la bonne valeur de base à appliquer pour la force de la voiture. Un rapport de vitesse plus haut a une faible accélération, mais une meilleure vitesse max. C'est d'ailleurs un principe similaire sur les vraies voitures thermiques, même si c'est évidemment beaucoup plus complexe en réalité. Au final, j'ai voulu ajouter ce système car on aura très probablement des voitures électriques, et même assez tôt dans la carrière du jeu, parce que les voitures électriques ne sont pas du tout une nouvelle invention. Comme les électriques ont une puissance linéaire, elles n'ont pas besoin de plusieurs rapports de vitesse, sauf pour la marche arrière. Et donc je voulais qu'il y ait de différence aussi dans Racing Life, car jusque-là, toutes les voitures se conduisaient comme des électriques. 2022 était une année dédiée à améliorer le jeu, notamment la conduite. On a également réorganisé quelques petites choses autour du projet, par exemple, pour suivre nos tâches à réaliser, on est passé de Trello à Notion qui est plus complet. Unity nous a forcé à migrer de leur système Collab vers Plastic SCM. Ce système-là est vital pour nous, car ça nous permet d'implémenter des changements chacun de notre côté, à distance. Zuccarimoto a continué à implémenter des UI très sympathiques qui permettraient de plus facilement tester les statistiques de la voiture. Malgré tout, on avait certes une conduite sympathique, mais je n'étais pas totalement satisfait du ressenti lors d'un dérapage. Et un jour, j'ai expérimenté une autre approche sur la manière dont la voiture tournerait. Auparavant, la voiture était pivotée de force, manuellement, avec transform.rotate. Le problème, c'est qu'en faisant ça, l'inertie de la voiture est faussée,
et la voiture semblait trop collée à la route, ou même parfois avait un comportement bizarre après avoir percuté un mur par exemple. Donc à la place, j'ai appliqué un couple sur la voiture pour la faire tourner. Je l'avais pas fait auparavant car la voiture gardait toute son inertie une fois qu'elle commençait à tourner. Un peu comme un manège qui prend le temps de ralentir avant de s'arrêter. Sauf que je voulais que la voiture s'arrête de tourner dès qu'on lâche la direction. Dans le jeu, le moyen le plus facile de réduire l'inertie, c'est d'appliquer un couple opposé au sens de l'inertie de la voiture. Si la voiture pivote vers la droite, on applique un couple dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour la faire arrêter de tourner. J'utilise la même méthode pour l'adhérence latérale de la voiture. Si elle glisse sur la droite, j'applique une force vers la gauche pour ralentir le glissement. Quand on répare un système, on voit plus facilement les problèmes qui touchent les autres fonctions de la voiture. Le dérapage en lui-même avait un bon ressenti, et même bien meilleur qu'avant grâce à la nouvelle direction. Le souci venait plutôt de la manière dont les dérapages étaient engagés. J'ai ressenti que le dérapage devait être plus facile à prédire pour que les joueurs puissent apprendre exactement à quel moment un dérapage sera enclenché automatiquement, tout en laissant la possibilité d'enclencher un dérapage manuellement en cas de besoin. Ça ajouterait un moyen d'encourager les joueurs à maîtriser la conduite de chaque voiture. Une solution que j'avais choisie était de faire déraper la voiture après avoir freiné pendant une demi-seconde. Donc avant un gros virage, il faudrait faire attention à la manière dont la voiture se comporte durant le freinage. J'ai aussi rendu le frein à main disponible pour toutes les transmissions. J'ai cependant oublié un petit détail. Depuis le début, je testais la voiture sur ce que j'appelle la dev map. C'est la carte sur laquelle vous pouvez jouer en téléchargeant le jeu. C'est un monde très ouvert où l'on peut conduire comme on le souhaite, mais ça n'était pas représentatif du monde ouvert sur lequel le jeu se déroulera réellement, avec des routes beaucoup plus étroites. J'ai donc fabriqué une scène avec une image plate de la carte et de fausses routes à suivre pour tester si la voiture se conduit correctement. Et en testant la conduite sur le monde plat, j'ai décelé un problème critique. La voiture est juste inconduisible. Quand un virage arrive, on freine, et la voiture perd totalement le contrôle quoi qu'il arrive, et il devenait impossible de suivre le chemin. Alors il faudrait que je refasse toute la conduite encore une fois ? Eh bien, pas pour cette fois-ci. Car j'ai réussi à programmer une excellente base pour la conduite. Il suffisait juste d'ajuster quelques variables et de modifier la manière dont elles sont calculées. En changeant juste quelques lignes de code, j'arrivais à faire une voiture ayant un ressenti totalement différent. C'est peut-être un signe que ma manière de programmer est devenue meilleure, après avoir travaillé seul sur la conduite pendant 3 ans. Donc j'ai changé le comportement de la voiture lors d'un drift. La transmission déterminerait si la voiture tournerait plus ou moins en drift par rapport à la conduite classique. Pour les tractions, ça tournerait moins, pour imiter un sous-virage, et on ferait tourner excessivement les propulsions pour qu'il y ait plus de chances d'avoir un sous-virage, voire même un tête à queue. Depuis que j'ai commencé à coder la conduite, j'ai toujours procédé ainsi. Un élément de la voiture me chiffonne, et en l'améliorant, je découvre une nouvelle façon d'améliorer un autre élément de la voiture qu'il n'était pas possible de faire quelques mois auparavant. Et à ce jour, la conduite a le ressenti exact par rapport à ce que je voulais de base. Une conduite arcade qui imite les caractéristiques réelles de la voiture, en encourageant la maîtrise de chaque véhicule avec une conduite différente entre les 3 transmissions. Au final, je pense que le code est plus simple qu'on ne le pense. La seule chose qui complique un peu, c'est les calculs automatiques de certaines variables, mais le principe de base est assez simple. Forcément, quand on travaille avec la physique, il y a toujours des mathématiques qui sont impliquées. Ah, et j'en ai profité aussi pour refaire le modèle 3D pour le Dacia Duster, et comme à mon habitude, je me suis rajouté un petit challenge. Cette fois-ci, il fallait que la voiture n'ait qu'un seul matériel avec une texture personnalisable à souhait. Cela permettra par exemple que l'on ajoute des livrets. Et même avec un seul matériel, avec une texture particulière, il est possible de dire au jeu quelles parties de la voiture sont métallisées par exemple, pour ne pas que la voiture paraisse totalement plate. À partir de maintenant, je vais essayer d'avoir ce style qui combine des textures pixelisées avec un modèle low poly. Non seulement pour les prochaines voitures que je remodéliserai, mais aussi pour les autres éléments qui apparaîtront en jeu, comme les bâtiments et les objets dans le monde ouvert. En plus de ça, le nouveau modèle 3D est au final 3 fois plus simple que l'original, malgré quelques détails cachés dont je vous parlerai lors du devlog de la prochaine version. Vous comprendrez pourquoi. Mais cette simplification n'est pas juste esthétique, elle permet aussi à l'ordinateur de calculer le rendu de moins de polygones, et donc mieux laisser souffler la carte graphique entre autres. La version Alpha 003 est d'ores et déjà disponible, et elle représente en réalité ce qu'on voulait sortir dès la première version du jeu. On avait pensé à quelques fonctionnalités qui ont au final été annulées, comme par exemple un lien entre le compte sur le site Racing Life et le jeu. Ça n'avait pas de sens, surtout au stade actuel du développement.
En plus de ça, les anciens sites de Racing Life sont désormais hors service parce qu'ils ne sont plus du tout utilisés. Cependant, d'autres éléments qui n'ont pas pu être faits dans cette version seront développés pour la prochaine. Et en réalité, ces éléments sont déjà implémentés au moment où j'enregistre cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont déjà testé la conduite, et pour ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas à aller sur notre page itch.io dans la description pour télécharger le jeu sur Windows. Vos avis sont utiles, et même si on ne suit pas toutes les suggestions qui seront contraires à notre vision sur le jeu, on essaie tout de même de plaire à une majorité de personnes, le but étant que ça reste un jeu sympathique à jouer. Et Zukarimoto, même si j'en ai pas beaucoup parlé, a lui aussi pas mal bossé sur le projet depuis le début, et sans lui je n'aurais probablement jamais eu le courage de commencer tout ça. Je n'imagine pas tout le travail qu'il a dû donner pour un projet qui avait l'air d'aller nulle part. C'est notre détermination et notre motivation qui ont fait que je suis là aujourd'hui à vous raconter tout ça, alors que d'autres personnes seraient probablement passées à autre chose depuis longtemps. Donc merci à toi Zukarimoto, mon ami, pour tout ce que tu as fait jusque-là. Il y a encore beaucoup de choses à ajouter au jeu. L'objectif de l'alpha 0.0.4 sera de transformer ce jeu de conduite en jeu de course, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Racing Life pour être mis au courant des nouveautés. Bon, alors si je devais résumer tout ça en un conseil, ne faites pas un jeu de course, surtout si c'est votre premier jeu. Non, je plaisante, il y a bien plus de choses à en tirer que ça. Tout d'abord, considère-t-on ce projet comme une victoire ou un échec au stade actuel ? Eh bien, pour être honnête, c'est un sentiment mitigé que l'on a. D'un côté, on aurait pu faire tellement plus de choses en 4 ans si on avait réussi à trouver les bonnes personnes, et en tant que recruteur, je trouve que j'ai été très mauvais à cette tâche. Je pense que l'on en attendait beaucoup trop de nos développeurs. On voulait quelqu'un qui bosse 1 heure minimum à chaque semaine sur notre projet, et qui soit capable de créer des physiques de conduite à partir de rien, sans utiliser de Wheel Colliders. On souhaitait avoir tout ça gratuitement, donc trouver une personne de ce type s'apparentait à essayer de trouver une licorne en plein désert. Impossible quoi. La seule manière d'y arriver, c'était d'apprendre à le faire nous-mêmes. Comme le premier développeur était tellement compétent et actif, on s'attendait à ce que tout le monde soit au même niveau. Et on recrutait le moins pire plutôt que le meilleur, à cause de notre budget inexistant. Et forcément, quand leur première tâche est aussi difficile que de faire une physique de conduite de A à Z, on peut comprendre leur démotivation. C'est comme commencer une nouvelle partie sur Dark Souls et affronter directement le boss final du jeu avec l'équipement de base, voire même en étant à poil. Enfin bon, certains d'entre eux n'ont quand même fait aucun effort, ou du moins n'ont pas communiqué sur les problèmes potentiels qui les bloqueraient sur le projet. Beaucoup ont rejoint l'équipe et sont partis avant même de pouvoir faire la moindre ligne de code. Certains d'entre eux, je suis sûr, n'ont même pas téléchargé le projet Unity. Peut-être que mon manque de compétences en gestion d'équipe et le manque d'une vision à long terme du projet ont conduit à en démotiver plus d'un. J'ai également essayé de rejoindre d'autres projets, dont un projet perso d'un des développeurs qu'on avait recruté. Je fais la partie game design, et il fait la partie programmation, et ça sur nos 2 projets. Au final, je l'ai aidé, mais ça n'a pas été réciproque malgré le temps que j'ai pris à inventer des niveaux pour son prototype. C'était un jeu de plateforme 3D plutôt axé puzzle. J'ai aussi essayé de faire partie d'une équipe lors d'une game jam. C'est un concours durant lequel il faut développer un jeu dans un temps limité, en ayant un certain thème à respecter. Le problème, c'est que le jeu était en 2D. Ça m'a énormément perturbé parce que j'étais habitué à bosser avec de la 3D. Et les lignes de code étaient différentes entre de la physique 2D et de la physique 3D. Et à part des scripts très simples, je n'ai bossé que sur la physique de conduite. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre afin de créer un jeu digne de ce nom. Et au final, personne dans l'équipe du Game Jam était vraiment motivé, et le jeu n'est resté qu'un tas de scripts incomplets. J'ai compris à ce moment que je ne serais jamais autant motivé sur un autre projet que sur Racing Life. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment voulu faire d'autres jeux plus simples pour améliorer mes compétences en programmation. J'ai donc laissé la responsabilité à Zukarimoto de gérer le côté management de Racing Life. Ayant fait des études en informatique, il sait comment gérer une équipe sur ce type de projet. En tout cas, mieux que moi. Je resterai la personne qui décide dans quelle direction le jeu en lui-même ira, et il organisera le projet autour pour que ça fonctionne comme prévu. D'un autre côté, il y a du positif qui est ressorti grâce à toutes ces difficultés. D'abord, je trouve ça miraculeux que l'on ait toujours autant de motivation, même après 4 ans. Probablement 90% des projets auraient été mis à la benne à ce stade.
Même si ce projet est ambitieux, on croit dur comme fer au principe de ce jeu qui variera un petit peu les propositions en termes de jeu de course. Je ne pense pas que ça se serait aussi bien déroulé si on ne faisait qu'une pâle copie d'un jeu de course sans âme ni but précis. Je pense d'ailleurs que l'originalité du concept du gameplay, c'est l'une des choses qui a, je pense, beaucoup attiré les développeurs que l'on a eu. Et même ceux qui ne sont pas venus ont trouvé que c'était relativement une bonne idée, ce qui conforte un petit peu dans ce choix-là. Alors nous pensons certes que ça aurait été plus facile que ça ne l'a réellement été, et on est certain que ce projet est désormais possible à développer une fois que les éléments principaux du gameplay auront été implémentés. Nous avons également appris énormément de choses depuis 2019, que ce soit du côté développement web et UI pour Zuka, ou du côté artistique et de la programmation pour moi. Malgré tout, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour réussir à faire un jeu complet. Ça reste mon premier projet de jeu vidéo et c'est le seul que je souhaite faire pour l'instant. Je suis très perfectionniste et j'ai essayé de sortir un prototype vraiment parfait en fait, au lieu d'implémenter les choses qui sont réellement importantes pour le fonctionnement du jeu. C'est une épée à double tranchant, parce qu'on voulait faire une bonne première impression pour augmenter nos chances que notre projet ait du succès, entre guillemets, mais cela ralentit également notre vitesse de progression. C'était d'autant plus important étant donné qu'il s'agissait de développer les physiques de conduite pour un jeu de course. C'est un élément qui peut potentiellement ruiner le jeu, donc on voulait quelque chose de quasiment parfait. Si on avait gardé nos anciennes versions de la physique de conduite, les gens auraient pensé que le jeu final se jouerait aussi mal, et que le reste des éléments serait aussi mauvais. Beaucoup de bons jeux de course ont été ruinés à cause de leur mauvaise physique de conduite. Je pense notamment à Test Drive Unlimited 2, même si ça reste mon humble avis. Salut mes petits Yoshi, c'est Denis Roro, merci d'avoir suivi ce premier épisode de la série des devlogs de Racing Life. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez tester la conduite via le lien dans la description, et sur la chaîne officielle de Racing Life en anglais cette fois, vous retrouverez une vidéo expliquant en détail les changements de la version Alpha 0.0.3. Si vous avez des conseils ou des critiques, que ce soit sur le jeu ou la vidéo en elle-même, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, en restant constructif évidemment. Même si on peut pas être d'accord avec toutes les critiques, c'est toujours intéressant de voir les points de vue de chacun, et ça peut potentiellement servir à quelqu'un d'autre qui essaie de débuter sur un projet de manière similaire. N'hésitez pas à partager votre expérience, si vous est arrivé quelque chose de semblable, et si vous avez des questions, on y répondra probablement dans une prochaine vidéo si celle-ci intéresse assez de gens. Zokarimoto n'a pas souhaité apparaître dans la vidéo, mais il vous passe le bonjour. Il n'est pas encore tout à fait à l'aise avec ce type d'exercice. Évidemment, j'ai probablement loupé plein de détails, mais si je devais éplucher tous mes messages Discord, la vidéo aurait probablement duré 69 heures. Il y a d'autres choses que j'ai volontairement zappées, afin de pouvoir vous en parler à un moment plus adapté du développement. J'espère pouvoir sortir au moins un devlog pour chaque version du jeu que l'on sort. Les prochaines vidéos seront probablement plus centrées sur le côté technique de ce que l'on implémente. Si jamais vous souhaitez que l'on parle de manière plus spécifique d'un certain sujet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et un grand merci au serveur Discord anglophone Game Dev Club qui m'a énormément aidé durant le développement. J'ai posé le lien vers leur serveur en description. Il y a un salon dédié à Racing Life sur lequel je partage pas mal de détails lors du développement du jeu. Et si vous avez besoin d'aide pour votre propre jeu, il y a plein de personnes talentueuses qui seront là pour vous donner un coup de main avec notamment des conseils utiles. J'espère vous voir nombreux à suivre l'avancée du projet, et rendez-vous j'espère avant 2027 pour la prochaine vidéo de la série. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à plus!